Alors voilà ce fier navire, hein, le Maillon du Frêne. Donc là, vous en voyez deux. Là, en haut, c'est le gros, bien sûr, c'est le meilleur, c'est celui que j'ai bien connu, qui maintenant a disparu et qui a été remplacé par le second. J'ai même entendu dire que le second pensait à le remplacer, lui aussi. Enfin, le temps passe. On part de la Réunion, tout ça pour vous dire que si vous allez à la Réunion et que vous voulez visiter le piton de la Fournaise, il vaut mieux y aller le matin parce que, vous voyez, à la Réunion, dans les Hauts, tous les après-midi, il y a des nuages. Et s'il y a des nuages, on ne peut pas aller au volcan. Ensuite. Alors, dès qu'on part, eh bien, quelquefois, on fait des stations. On appelle ça des stations quand le bateau s'arrête et qu'on fait des études. Bon, première station, voilà, bon, on commence à mettre des bouteilles dans l'eau, on en parlera tout à l'heure. Puis un beau jour, on rencontre le dernier navire. Et puis voilà ce qu'on rencontre le lendemain matin. Et bien là, on a tout simplement passé cette fameuse convergence. Et on est passé d'un seul coup d'eau qui était chaude, relativement chaude, quand on dit c'est chaud, c'est quand ça fait 18, 19 degrés. Et là, on est arrivé, on a passé la convergence, on est arrivé dans des eaux qui font 4, 5 degrés. Voilà, il y a du brouillard. Hein, on s'est transformé d'un seul coup d'été en hiver. Hein, les petits shorts et les sweatshirts, c'est fini. Et maintenant, c'est les bottes, les manteaux et les bonnets. On continue. On rencontre ça aussi, tout de suite. Oui. Alors là, c'est un enregistrement de plein de choses. Hein. Nous, on appelle ça une usine à gaz. Hein. C'est les appareils d'un collègue océanographe qui était spécialiste du CO2. Il s'appelle toujours d'ailleurs Alain Poisson. Hein. C'est pas mal hein, pour un océanographe. Donc lui, son métier, c'était de pomper, comme les Shadocks. Et donc, il mesure plein de paramètres, notamment la température. Donc en rouge, là, vous voyez, c'est la courbe de température. Et vous voyez que grosso modo, au cours des 24 heures là, qui sont représentées sur le graphique, à peu près, la température a descendu de 15 degrés. La suivante. Alors ça, c'est le même enregistrement qui a été fait en 1950 par Paul Tchernia, qui est un de mes premiers patrons. Hein, c'est le frère de Pierre, d'ailleurs. Hein, il est décédé maintenant, Paul. Et Paul, c'était un naturaliste, un spécialiste des régions polaires, qui était allé faire des expéditions au Groenland avant la guerre, et qui a participé donc à la reconnaissance de la Terre Adélie dans les années 48, 49, 50, avec Paul-Émile Victor et le commandant Charcot. Enfin, le commandant Charcot, c'était leur navire. Et ça, c'est un des premiers enregistrements qui a été fait dans les convergences. Alors là, lui, à l'époque, il avait fait ça vraiment avec les moyens du bord. Et si vous regardez attentivement, les courbes sont grosso modo identiques, quoi. La suivante. La suivante. Alors, les premières îles qu'on rencontre, là, on va faire un petit peu de balade et de voyage, enfin, en apparence. Les premières îles qu'on rencontre, d'ailleurs, dans ce périple, c'est les îles Crozet, l'archipel des Crozet. Pourquoi on commence par les Crozet? C'est parce que les gens qui financent hein, les navires ne sont pas fous. Hein, ils ont bien regardé comment faisaient les anciens voiliers. Et ils cèdent, bien qu'on ait de la propulsion au mazout, ils cèdent des courants et des vents. Il serait quand même imbécile de ne pas profiter de la petite aide de la mer et de l'atmosphère pour faire la tournée des îles. Si on faisait la tournée des îles en commençant par Kerguelen et en remontant vers Crozet, je pense qu'on utiliserait 2 fois plus de mazout. Hein. Donc on commence par Crozet, un archipel. Bon, on va visiter un petit peu, la suivante. Alors ça, c'est une île qui est tout à l'ouest de l'archipel, hein, qui est assez curieuse à voir. C'est l'île aux apôtres, hein, parce que bon, on dit qu'il y a autant d'apôtres que de cailloux, autant de cailloux que d'apôtres. Les gens ne sont jamais d'accord sur leur nombre. Mais donc, vous voyez, c'est un paysage assez angoissant. Quand vous vous imaginez qu'il y a des grands voiliers qui se sont empégués là-dessus en plein hiver, par grosse tempête, et bien sûr en pleine nuit, parce que quand il fait jour, en général, on arrive toujours à éviter un peu les cailloux. Vous imaginez un peu les drames qu'il y a eu là-dedans. La suivante. Voilà une autre vue de ces apôtres. La suivante. Voilà, et on arrive donc à l'île principale qui s'appelle la Possession, qui est difficile d'accès elle aussi, sauf qu'à un endroit, il y a une plage de sable noir, hein, comme dans les terrains volcaniques, où il y a toute la population locale qui nous attend. La suivante.
Premières opérations, bien sûr, bon, là, ça se fait avec une Alouette 2, maintenant ça se fait avec un hélico un peu plus moderne, mais enfin bon, l'esprit est resté la même, comment dire, les opérations sont restées les mêmes. Premier boulot, bien sûr, malgré maintenant l'apparition d'Internet, l'apparition des communications satellites, le premier travail, c'est d'apporter le courrier, hein, aux gars qui sont là depuis une année, hein. Ils attendent quand même les lettres manuscrites avec une certaine impatience. Si vous regardez sur la falaise, sur la photo du haut, vous voyez un point rouge. C'est parce que dans ces endroits-là, c'est toujours assez délicat de se positionner et de mouiller, parce que c'est un relief volcanique qui est très, très pentu. Donc les endroits pour poser l'ancre sont assez réduits, il faut bien viser. Et donc les gens ont mis des alignements sur les falaises de façon à ce que le bateau puisse se positionner exactement et ne chasse pas trop quand il fait mauvais. La suivante. Donc voilà, autre vue de ces îles. Vous devinez les petits bungalows blancs, là c'est la base. Vous voyez, c'est pas très riant, hein. La suivante. Une vue de la base. Bon, à l'époque, c'était... Allez, un petit coup encore. Voilà. Donc à l'époque, il y avait ces bâtiments polaires, qui existent toujours d'ailleurs. On y a ajouté quelques constructions. Méthode de déchargement du matériel, bon, ça se faisait, ça se fait encore d'ailleurs un peu avec l'hélicoptère, mais quand il y a des conteneurs comme ça à décharger ou des choses plus lourdes, on utilise ce qu'on appelle des portières, hein, c'est des gros radeaux pneumatiques avec tout un système de madriers dessus, un plancher qu'on tire avec une vedette. En bas, alors vous voyez bon, ce qu'il y a dans les caisses, hein, des vivres, des rouleaux de câbles, enfin il y a tout quoi. En bas à gauche, c'est le poulailler, vous voyez, qui est bien protégé, qui était bien protégé de façon à ce que les oiseaux n'aillent pas s'échapper et s'installer sur l'île et créer des populations totalement indésirables. La suivante. Et ça, ben, il y avait une serre avec des tomates aussi, ils s'amusaient à faire pousser des tomates. Alors, si je vous montre ça, c'est parce que, vous voyez, les gens ont pris beaucoup de précautions pour que leurs petits essais d'introduction de volatiles et de culture n'influencent pas le milieu. Et ben, même ça n'a pas marché parce qu'ils se sont aperçus que, malgré toutes les précautions, ben, ils sont quand même arrivés à importer des pucerons ou des choses comme ça qui ont commencé à envahir les populations extrêmement réduites d'herbes et de plantes. Et il y en a très peu de plantes là-bas. Je ne sais pas à Crozet, mais à Kerguelen, j'ai vu qu'il y avait 40 espèces de plantes différentes. Vous, dans votre jardin, je ne sais pas, même s'il est très petit, vous en avez peut-être 5 ou 10 fois plus. Donc vous voyez, c'est vraiment donc, des choses à protéger. Alors, on a fait plein d'essais, il y a eu plein de réunions, et finalement, il a été décidé que toutes ces îles devenaient parc national et que toutes ces introductions nouvelles devaient disparaître. Donc, plus de poulaillers, plus de tomates, plus de pucerons. Et on verra ensuite d'autres suppressions qui ont été faites. Ensuite. Alors, bon, un aperçu du Marion au mouillage avec les autochtones là, qui nous attendent. À l'arrière-plan, une île mystérieuse, l'île de l'Est. La suite. Alors ça, c'est la Manchotière. C'est ça, les autochtones, là-bas. Donc, vous avez la plage qui nous permet de débarquer, mais juste derrière, il y a ce qu'on appelle une Manchotière. C'est une colonie de manchots. Il doit y en avoir 20 ou 30 000, là, hein, qui est là en permanence et qui, bon, on ne voit pas très bien avec la luminosité, mais enfin, il y a de tout. Hein. Il y a des adultes, vous voyez, ils ont un bourrelet de fourrure là au-dessus des pattes. Ben, là-dessous, il y a un poussin ou un œuf hein, qui est en train d'éclore. Et si on regarde bien, on voit par-ci, par-là des bébés. Des bébés qui ne sont pas noirs, mais marron foncé. On continue. Donc voilà d'autres vues de ces animaux. Un jour de grand soleil, de grand beau temps. Ils ont un comportement très humain. Ils se promènent, ils vont à droite, à gauche. Ils se baignent, ils se font bronzer. On continue. Donc les voilà, ils s'engueulent un peu. Hein. Vous avez vu Bouchité. T'as pris mon caillou, rends-moi mon caillou, je veux mon caillou. À droite, vous avez un bébé. Bon, vous voyez en bas à gauche comment ça se passe. On se met un peu au ras de la plage, on les voit passer. Là, on les voit. Il y en a qui se dorent au soleil, il y en a qui se promènent. Enfin, et en bas à droite, donc, c'est une espèce de pigeon qui s'appelle un chionis. C'est un nettoyeur. Hein. Il est chargé de faire la propreté, d'éliminer les cadavres de poussins. Même quelquefois, quand il en a passé, il en fabrique. Mais enfin, bon, ça, c'est autre chose. La suite. Alors, un autre habitant de cette plage, c'est un gros pépère éléphant de mer. Celui-là, il doit faire à peu près 1,5 tonne ou quelque chose comme ça. Bon, on les appelle éléphants de mer parce que ce sont des phoques qui ont un gros nez.
Alors j'ai oublié de vous dire, hein, sur les photos de la base, il y avait une espèce de cuve, hein, de marmite, de grosses marmites, là. Eh bien, ça traîne de partout sur les îles, ces engins-là. C'est parce qu'avant qu'on commence à les occuper d'une manière permanente, ces îles étaient fréquentées par les phoquiers au XVIIIe, au XIXe siècle. Tout simplement parce qu'à l'époque, le pétrole, on ne connaissait pas. Bon, on n'avait pas de voiture, il n'y avait pas de train, bon, il y avait de la voile pour les bateaux. Mais il fallait s'éclairer quand même. Et on s'éclairait en mettant de l'huile dans des lampes à huile. Et cette huile, c'était de l'huile de baleine ou de l'huile de phoque. Donc il y avait des campagnes phoquières extrêmement importantes qui étaient sur ces îles-là. C'était surtout des Norvégiens, des Canadiens et des Américains qui venaient. Donc ils faisaient des massacres de phoques. Ils les coupaient en petits morceaux. Ils les faisaient cuire dans les marmites pour récupérer l'huile. Alors, pour faire bouillir la marmite, ils utilisaient peut-être un petit peu du charbon qu'ils avaient sur le bateau, ou un petit peu de bois, mais enfin, il n'y en avait pas énormément. Mais il paraît qu'ils faisaient d'abord un massacre de manchots, ils les faisaient sécher, le manchot, c'est un oiseau qui est bien gras, il paraît-il, ça brûlait très bien pour faire bouillir les marmites, pour récupérer l'huile. Bon, mais là, comme vous pouvez voir, la manchotière s'est récupérée depuis. La suite. Bon, d'autres manchots, c'est des manchots papous. Hein. Ils sont en colonie, ils sont plus sauvages, en colonie plus réduite. Ils ont un petit aileron sur l'aile. Alors, à l'arrière-plan, vous voyez des énormes algues là, qui flottent. C'est des macrocystis, ça s'appelle. Bon, c'est du guémon, hein, mais ce n'est pas du guémon de quelques dizaines de centimètres comme il y a chez nous ici. Les frondes font plusieurs dizaines de mètres de long. Alors, simplement pour vous imaginer, hein, les premières personnes qui ont dû débarquer sur ces îles avec leurs petits canottes et leurs petites rames, quand ils commençaient à s'empêtrer les rames dans ces, j'allais dire ces fougères, dans ces algues, c'était pas drôle. On continue. Alors, un autre animal, alors on reparlera de ces animaux, c'est pour ça que je m'étale un peu sur leur présence, un peu plus tard quand on parlera des satellites, vous verrez. Un autre animal très particulier de Crozet, c'est le grand albatros. Hein. Donc vous voyez ici une mère sur son nid. En bas à droite, elle est avec son poussin. On continue. Ça, c'est la parade nuptiale. C'est des grosses bêtes, hein, c'est haut comme ça. Hein, ils font rien à moitié dans ces îles.